Quelle lecture faites-vous de la crise actuelle au niveau de l'Assemblée nationale? Mais le contrôle parlementaire qui est une des missions constitutionnelles du député national, il y a non seulement les contrôles de l'effectif, mais il y a aussi les contrôles du bureau, parce que le bureau gère. Et lorsque le bureau gère, le bureau est comptable vis-à-vis de ses collègues que nous sommes. Qu'est-ce que vous reprochez réellement à l'honorable président Vital Kamerhe? Faire une pétition, la déposer, ce n'est pas la fin du monde. Mais la dernière décision reviendra aux députés et qui vont s'assumer, puisque je rappelle ici que lorsqu'il s'agit de vote sur les personnes, le vote est à bulletin secret. Et je vous dis, madame, vous aurez des surprises parfois agréables. Je mets même en garde de ceux-là qui citent les autres chefs de l'État. Cette affaire est une affaire de l'institution Assemblée nationale. Ça ne regarde pas ni la présidente de la République, encore moins le gouvernement, puisqu'il y a certaines personnes qui ont fait allusion au chef de l'État, au mot d'ordre qui venait du chef de l'État. Non. Peut-être si le chef de l'État donnerait un mot d'ordre, il donnerait un mot d'ordre à son parti politique qui est l'IDPS. Puisqu'il ne faut pas oublier que les collègues Kabouya, qui assument l'intérim de la présidence de l'IDPS, le président de l'IDPS, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autant plus que les pétitions, on peut toujours les recueillir. Moi qui vous parle ici, pour réunir 50 signatures, ça ne me prend même pas 48 heures. Pour faire tomber un ministre, pour faire tomber un membre du bureau. Pour réunir 125 signatures, ça ne me prendrait même pas 4 jours. Parce que nous avons des raisons, des collègues qui croient en nous et avec qui nous partageons les mêmes vies. Donc, si le bureau faisait semblant, on peut encore revenir à ces pétitions-là. Mais on dit toujours que, puisqu'il y a aussi des choses importantes que je peux dire, à ce qui concerne plus le président Vital Kamerhe, il doit comprendre qu'il est président de l'Assemblée nationale, il est le deuxième citoyen du pays après le président de la République. Parfois, on a constaté que les collègues Kamerhe prennent parfois des positions qui ne reflètent pas la vision de l'Union sacrée. Par exemple, aujourd'hui, nous pensons que ce dialogue n'est pas opportun avant que nous puissions d'abord récupérer les espaces occupés par l'ennemi, et les collègues tenaient à ce qu'on aille au dialogue. Je donne un autre cas, par exemple, qui nous a frustrés. Lorsqu'il a reçu le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge, qui est un partenaire de premier rang, les propos qu'il a tenus ne représentent pas les propos des collègues que nous sommes. Il n'y a pas eu concertation. Par exemple, il y a eu des initiatives que les collègues ont prises qui parfois nous mettent mal à l'aise. Bonjour et bon après-midi à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Vous êtes sur la radio-télévision nationale congolaise. Un grand débat sur la pétition initiée contre l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Pour en parler, nous recevons en direct de nos antennes l'honorable député Willy Mouchiki Bouini, qui partagera son analyse et ses réactions face à cette actualité bruyante. Je suis professeur Willy Mouchiki, je suis député national élu de la 5e commission de Walikale. Je suis membre du bureau de la commission permanente d'environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable. Je suis président du parti politique et Union nationale des nationalistes, cofondateur de l'Union sacrée, et je suis cofondateur du regroupement Action pour l'unité nationale qui a plusieurs députés nationaux à l'Assemblée nationale. Oh, merci. Quelle lecture faites-vous de la crise actuelle au niveau de l'Assemblée nationale? D'abord, il ne faut pas parler de la crise. Moi, je pense que la crise, c'est un mot très fort. Il faut parler de l'expression démocratique, les contrôles parlementaires. Mais le contrôle parlementaire qui est une des missions constitutionnelles du député national, il y a non seulement les contrôles de l'effectif, mais il y a aussi les contrôles du bureau, parce que le bureau gère. Et lorsque le bureau gère, le bureau est comptable vis-à-vis de ses collègues que nous sommes. C'est dans cet esprit-là que les collègues ont pris l'initiative, et conformément au règlement intérieur de notre Chambre, de pouvoir initier plusieurs
pétition. Mais comme vous le savez, chez nous à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a une pétition initiée contre le président du bureau, il faut requérir au moins un quart de signatures. Nous sommes 500, donc il faut 125 signatures. Honorable, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Puisqu'il n'y a pas de temps. Pourquoi maintenant? Puisque c'est maintenant que les députés ont fait les constats. Ça fait maintenant plus d'une année que nous sommes là. Nous avons eu le temps d'observer la gestion du bureau. Nous avons eu le temps de changer et de comprendre qu'il y a des failles. Les failles, certes, sont humaines, mais il ne faut pas parler de la crise. C'est une démocratie au niveau de l'Assemblée nationale. C'est l'expression même aujourd'hui de l'indépendance du député dont le mandat le mandat du député est un mandat qui lui permet aujourd'hui de s'exprimer librement. Comme on dit, c'est un mandat non impératif. Donc le député n'est pas obligé de pouvoir seulement suivre son parti politique, son regroupement. Le député est l'émanation du peuple, son mandat international, il s'exprime librement même contre les intérêts de sa famille politique. Qu'est-ce que vous reprochez réellement à l'honorable président Vital Kamerhe? Bon, d'abord, il faut dire que moi-même, je ne suis pas signateur ni des lignes de ces pétitions, ni signateur de la motion de soutien au président collègue Vital Kamerhe comme aux institutions. Donc, je suis un député qui s'assume. Je lis toutes les pétitions contre les 5 collègues du bureau. J'ai eu vraiment l'occasion de les approfondir et d'échanger avec les pétitionnaires quand ils étaient encore, je crois, à la 17e signature à l'hôtel Evert. J'ai eu aussi l'occasion d'échanger avec les collègues qui se sont réunis à l'hôtel Rotana, au 12e étage, appartement 2, où il s'agissait de signer la motion de soutien aux institutions et plus particulièrement au bureau de l'Assemblée nationale. Et j'estime que c'est une démarche tout à fait réglementaire qui respecte la Constitution, mais j'ai constaté quand même certains abus de collègues pétitionnaires. Je prends par exemple les cas, parce qu'on a fait quand même du méli-mélo. Du méli-mélo, pourquoi? Parce que lorsqu'on attaque par exemple madame la collègue qui est la questeur adjointe, honorable Neema Grasse, cette femme, cette dame, elle est chargée, conformément au règlement intérieur, de la logistique et de maintenir, par exemple, des toilettes et l'entretien de bureau. On lui reproche, mais elle n'a pas de moyens, elle ne peut pas faire ça sans moyens. Vous avez suivi vous-même le président Kamerhe lui-même, dans l'une de nos plénières, il a dit qu'il manquait même de papiers. Alors, si le président Kamerhe n'a même pas de papiers, comment il pourrait mettre à la disposition de la questeur adjointe les moyens pour entretenir les toilettes ou mettre les députés dans de bonnes conditions, par exemple, là où nous nous réunissons dans la salle de congrès. Donc vous voyez qu'il y a une démarche, alors que ce sont les deux raisons qu'on a évoquées dans la pétition contre madame Neema Grasse. On voit qu'il y a de l'acharnement. Lorsqu'on prend même les rapporteurs adjoints, et madame Munongo, l'honorable Munongo, elle est adjointe. Elle, son rôle, c'est de pouvoir, par exemple, gérer les dossiers de vacances parlementaires. Elle le fait bien. Et lorsque le rapporteur n'est pas là, elle assume l'intérim, mais très rare, les rapporteurs s'est absenté. Donc, vous voyez que parfois, il y a des cas d'acharnement. On voulait seulement parfois régler des comptes à certains députés. C'est pourquoi moi j'ai dit que les derniers mots, faire une pétition, la déposer, ce n'est pas la fin du monde. Mais la dernière décision reviendra aux députés et qui vont s'assumer, puisque je rappelle ici que lorsqu'il s'agit de vote sur les personnes, le vote est à bulletin secret. Et je vous dis, madame, vous aurez deux surprises parfois agréables ou désagréables, puisque lorsque la commission spéciale et temporaire qui a été mise en place et qui va travailler, je crois, dans 3 jours, d'ici la semaine prochaine, nous allons convoquer une plénière, on va débattre
on va donner l'occasion aux députés de pouvoir s'exprimer librement au-delà de nos appartenances politiques, puisqu'il faut dire qu'ici, je mets même en garde de ceux-là qui citent les autres chefs de l'État. Cette affaire est une affaire de l'institution Assemblée nationale. Ça ne regarde pas ni la présidente de la République, encore moins le gouvernement, puisqu'il y a certaines personnes qui ont fait allusion au chef de l'État, au mot d'ordre qui venait du chef de l'État. Non. Peut-être si le chef de l'État donnerait un mot d'ordre, il donnerait un mot d'ordre à son parti politique qui est l'IDPS. Puisqu'il ne faut pas oublier que les collègues Kabouya, qui assument l'intérim de la présidence de l'IDPS, le président de l'IDPS, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il peut être consulté pour l'IDPS, mais l'IDPS ne représente même pas un quart des députés aujourd'hui nationaux. Donc c'est pourquoi nous disons que les députés restent seuls, et je convie les collègues et députés nationaux à pouvoir s'assumer, à être au-delà de petits intérêts partisans et de regarder aujourd'hui la nation qui nous regarde, et les votes que nous allons faire, il faut que ce soit un vote citoyen, un vote sanction, au-delà des avantages ou des intérêts personnels que nous avons comme personnalité politique. Honorable, quelles sont les principales revendications que vous avez fait? Quelles sont les revendications portées par les signataires? Voilà, il faut dire qu'il y a parfois, par exemple, les revendications principales dépendent de chaque membre du bureau. Pour le président Vital Kamerhe, qui est le président de l'institution, dont il faudra un quart de signature pour qu'il puisse présenter sa démission, conformément à l'article 32 et 33 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on lui reproche par exemple la mégestion. Il a été constaté par exemple à ce qui concerne Vital Kamerhe, il est prévu des frais de fonctionnement. Malheureusement, certains frais de fonctionnement qui devraient être utilisés, par exemple, pour les soins médicaux des députés, ne sont pas utilisés. Moi-même, j'ai été victime plusieurs fois. On reproche au collègue Vital Kamerhe le fait de ne pas donner la parole aux députés d'une manière équitable. On reproche au collègue Kamerhe le fait d'être entouré seulement par un petit club d'amis de son parti, de son regroupement, à qui il donne des avantages, à qui il donne des missions, alors que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale place tous les députés sur le même pied d'égalité. Moi-même, j'ai été plusieurs fois victime, mais je viens des soins médicaux aujourd'hui. Aucun frais n'a été remboursé par l'Assemblée nationale, alors que c'est prévu, la Constitution a prévu qu'un député a droit aux soins médicaux, a droit à un logement digne. Il y a eu plusieurs avantages que les députés devraient avoir qui n'ont pas eu. Il y a eu des missions qui n'ont pas été effectuées, notamment des contrôles parlementaires qui étaient obstrués. Ça, ce sont de plaintes qui ont été formulées. Et je dis, certaines plaintes sont fondées. La preuve, même le président Vital Kamerhe, lui-même les collègues, l'a reconnu et a demandé pardon aux collègues. Il a reconnu. Parce que vous vous acharnez contre lui, je vais vous poser une question. Quel est le salaire officiel d'un député? Parce que j'avais suivi quelques députés qui disaient qu'ils sont malheureux, ils n'ont pas l'argent. Il y a l'autre qui disait qu'elle touche $5,000 seulement. Quel est le salaire officiel d'un député, hormis de primes? Parce que nous savons que vous arrivez jusqu'au-delà de $21,000. Voilà, madame, je crois que moi je suis ce qu'on appelle Lingala Moulangia Pembe. Moulangia Pembe, papa. Je pense que les salaires de nos dirigeants doivent être connus publiquement. Ouais. Puisque nous sommes fonctionnaires de l'État, nous sommes payés par le budget de l'État et on ne doit pas cacher les salaires. Moi, comme député national, je reçois sur mon compte bancaire mensuellement 14 600 000 francs. C'est à peu près dans le 5200, 5100, ça dépend des taux d'échange. Donc, c'est ça les salaires des députés. Mais à part ça, il y a ce qu'on appelle les logements. Oui. Les logements, je suis à peu près à quelque chose comme $1,000, mais les soins médicaux, on ne reçoit pas. C'est ça vraiment. Et les 7500? Les 7500, moi je ne connais pas les 7500. Il y en a pas. 1500. Les 1500, parfois, vous savez, maintenant le problème, c'est que c'est ça l'amalgame souvent que les gens font. Quand nous faisons, par exemple, nous tenons une session extraordinaire. C'est une session qui n'a pas été prévue. Les députés est parfois en vacances, on doit les faire venir.
Et à ce moment-là, on donne une prime aux députés. Ça peut être $1,000, ça peut être $2,000. Lorsque nous travaillons dans les commissions, comme moi par exemple, je suis membre du bureau de la commission. Au-delà de salaire des députés, je reçois $1,326 comme membre du bureau de la commission. Parce que nous travaillons jour et nuit. Pendant que les autres attendent le plénière, nous travaillons, nous préparons des dossiers, nous nous rendons nous faisons, on a aussi droit parfois aussi au fonds de recherche qu'on n'a pas, par exemple. Ce sont des choses aujourd'hui que les députés réclament, puisque c'est prévu, par exemple. Moi, je suis un député, j'ai mon assistant. Aujourd'hui, le règlement intérieur avait prévu 2 assistants. Je n'ai que seul. Vous connaissez les rôles des députés. Ici, c'est les députés qui construisent les hôpitaux. Moi-même, chez moi. Les hôpitaux pour le peuple ou pour lui? Pour le peuple, nous sommes obligés de les faire puisque nous sommes l'émanation des peuples. Quels sont les hôpitaux construits par les députés? Là, pour le peuple, c'est gratuit ou pour le peuple pour payer à bas prix? Non, ça veut dire que lorsqu'il y a un hôpital de l'État, par exemple, un député peut venir, il peut construire un bâtiment, par exemple, pour la maternité, il peut intervenir, par exemple, pour les médicaments, c'est mon cas, par exemple, chez moi. Il y a des députés même qui construisent des ponts, puisque nous sommes liés, nous sommes l'émanation des peuples, et c'est une façon aussi pour nous de dire merci à ceux-là qui nous ont fait confiance, qui nous ont élus. Nous devons, lorsque l'État ne fait pas son travail, c'est pourquoi les députés sont parfois trop rigoureux vis-à-vis de l'exécutif, puisque c'est le travail de l'exécutif. Si vous aimez la population, comme vous le dites là, quand on avait dit la réduction des trains de vie de députés et consorts, c'est ce qui a créé ces acharnements contre l'honorable apparemment. Des caucus, des groupes parlementaires et des commissions permanentes pour que nous puissions nous asseoir, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit aux collègues, et j'ai même dit, je ne vais pas les citer ici, aux collègues pétitionnaires, moi je leur ai dit que je pense que le collègue a compris, il a demandé pardon, il ne faudrait pas déposer ces pétitions. Moi j'ai dit ça, puisque tous les collègues ont demandé pardon publiquement, et je pensais que si on leur le fait continuer, ils seraient de très bons gestionnaires, puisqu'ils ont compris qu'ils étaient en train de jouer avec le feu. Au sein de l'opinion publique, on se demande si les députés ont vraiment l'idée de la situation sociale de la population. Madame, nous en sommes conscients. Parce que vous revendiquez seulement pour vous, pas pour la population. Madame, il faut d'abord comprendre que les députés, ils font partie de la société. Et il faut mettre la Constitution à prévu à ce que les députés soient mis dans des conditions telles qu'ils ne soient pas à la merci de sollicitations. C'est très important. Puisque si un député est corrompu, si un député peut être acheté par n'importe quoi, il ne fera pas de contrôle parlementaire. C'est comme ça qu'on a prévu un minimum. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Et autant que nous en voulons pour nos députés, autant que nous plaidons pour nos populations. Lorsque nous reprochons les bureaux de ne pas nous permettre de faire des contrôles parlementaires, parce que les contrôles parlementaires nous permettent d'assainir les finances publiques de l'État. Les contrôles parlementaires nous permettent de sanctionner ceux qui violent la loi, notamment les colonnes en cravate, comme on l'a dit. Donc c'est ça les soucis que nous avons des électeurs. Et comme ça, vous avez constaté, madame, qu'à chaque législature, moins de 25% de députés, anciens députés reviennent. Pourquoi? Puisque nous sommes sanctionnés par les électeurs suite au mauvais comportement du bureau qui ne nous permet pas de faire notre travail. Alors, cette législature est une législature spéciale. Nous sommes très conscients de ce qui est arrivé à nos prédécesseurs et nous ne voudrions pas que nous puissions tomber dans les mêmes erreurs. C'est pourquoi, lorsque nous revendiquons, ce ne sont pas des revendications sociales des députés, non. Ce sont des revendications sociales de tout le monde. Mais pour les faire, il faut que les bureaux nous donnent l'occasion de les faire. Lorsque nous voulons, par exemple, convoquer un mandataire, même moi j'ai été plusieurs fois victime, j'ai eu même des échanges houleux avec le président Caméré qui voulait m'arracher la parole, ne voulait pas me le donner, alors que j'ai droit à la parole. J'ai initié par exemple aujourd'hui la question de l'Est, madame. La question de l'Est aujourd'hui, vous voyez, vous avez vu la guerre. Quand la guerre était encore au début, à Bunagana, j'avais initié 2 propositions de loi qui prévoyaient la loi sur
la loi portant modification sur le fonctionnement de la loi des FRDC et la PNC, qui permettait à ce que les compatriotes qui ont des notions des droits internationaux humanitaires, les compatriotes qui ont fait preuve de loyauté, qui ont fait preuve de résistance et de fidélité envers la nation, de contrôler l'armée et la police, ce qui ne se fait pas aujourd'hui, puisqu'on a constaté qu'il y a beaucoup de détournements, il y a beaucoup d'habits dans l'armée de la police, mais il n'y a pas de contrôle. Mais mes propositions de loi jusqu'à aujourd'hui sont dans les tiroirs du bureau, mais des propositions de loi qui étaient pourtant salvatrices au regard de ce qui se passe à l'Est aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'il y a des revendications qui sont fondées. Comme j'ai dit aussi, il y a des revendications des collègues, comme j'ai cité ici le cas de Madame la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale et Madame la questeur adjointe, qui en réalité ne gèrent rien, n'ont pas les moyens de leur politique, mais elles sont victimes aujourd'hui de pétitions fantaisistes. C'est pourquoi je dis que lorsque nous mélangeons les patates au chou, tout ça, ça ne donne rien. La recette est mauvaise. Heureusement que le dernier mot revient aux collègues et à travers le vote qui sera à bulletin secret. Lorsque j'entre à l'isoloir, c'est moi et mon Dieu et ma conscience. Avant la fin du mois, on aura déjà réglé la question du bureau. C'est vrai, c'est du temps perdu. On aurait souhaité que tout ce temps, nous puissions nous mettre au travail, puisque la session de septembre est une session essentiellement budgétaire, mais quand cela n'advienne, il est aussi important quand même d'avoir un bureau qui fait confiance aux élus, un bureau qui répond aux attentes de nos populations, puisque nous sommes les mandateurs de nos populations. Et je crois que même si les collègues et membres du bureau qui sont aujourd'hui visés par ces pétitions revenaient au perchoir, je crois qu'ils seraient meilleurs qu'avant, puisqu'ils comprendront qu'il y a quand même les contrôles, que les contrôles ce n'est pas seulement vis-à-vis des exécutifs, mais contrôle aussi entre nous. Nous devons prêcher par exemple. C'est inadmissible de voir les trains de vie que les membres du bureau mènent aujourd'hui et voir les trains de vie que leurs collègues, et nous avons été tous élus dans les mêmes conditions, mais ils ignorent parfois qu'ils sont députés avant d'être membres du bureau et que c'est nous qui les avons placés là-bas. Ça aussi quand même, et là je suis content quand même que les collègues Kamer et comme d'autres collègues ont reconnu ces erreurs passées et nous pensons qu'il y a moyen au sein de la famille politique l'Union Sacrée de pouvoir régler ces affaires-là. Et si tout ceci est arrivé, c'est puisque à l'Union Sacrée il n'y a pas vraiment du sérieux. À l'Union Sacrée, nous ne sommes pas encore conscients. Il y a une main noire derrière cette pétition? Bon, je ne pense pas vraiment à la main noire. Elle peut exister puisque la pétition peut être aussi politique. Et je vous ai donné des cas où ces collègues qui sont gestionnaires mais qui n'ont rien à les reprocher puisqu'elles sont d'abord des adjointes toutes les deux. Je vous ai donné ces cas. On ne peut pas les reprocher aujourd'hui de ne pas faire du travail puisqu'on reprocherait sinon aussi au collègue Mbosso par exemple. C'est lui par exemple, le collègue Mbosso qui gère par exemple les questions de demande par exemple des initiations, par exemple lorsqu'il y a des initiatives relatives par exemple à l'interpellation de membres du gouvernement, questions écrites, questions orales, ça passe par le vice-président Bosso, mais il n'a pas été inquiété. Vous voyez que c'est pour ça que moi je dis que pourquoi ces deux poids et deux mesures, c'est pourquoi moi en âme et conscience je n'ai pas voulu signer ni l'une ni l'autre pétition puisque je n'ai pas été vraiment convaincu par une démarche biaisée, mais j'estime que la démarche des collègues, je dis ici, j'insiste que c'est une démarche réglementaire et légale, mais le dernier mot reviendra à la plénière qui se tiendra dans les 4 jours qui viennent au plus tard. Quels pourraient être les impacts de cette pétition sur la stabilité politique et institutionnelle du pays? Puisque vous savez, aujourd'hui, nous sommes 500 députés, les collègues au Sénat sont 109, il y a Kabila qui est parti, donc il reste 108. Donc il faut dire que quand même nous avons besoin d'une stabilité. Et vous savez que par exemple aujourd'hui, il y a toutes les aides que nous recevons doivent être ratifiées au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le budget même doit venir de nous, nous sommes l'autorité budgétaire. Donc notre déstabilisation impacte si la marche du pays, surtout que nous avons aujourd'hui, nous devons tous être unis
comme un seul homme, comme une seule femme pour faire face à l'agression. Et faire face à l'agression nous demande d'être aujourd'hui unis, puisque la majorité c'est l'union sacrée. Toutes ces personnes, toutes ces femmes et hommes qui sont visés aujourd'hui font partie de la famille politique du chef de l'État, font partie de la majorité. Et lorsque la démarche que nous entreprenons comme élus du peuple n'est pas une démarche justifiée, n'est pas une démarche cohérente, n'est pas une démarche indépendante, ça risque de créer des frustrations et diviser la famille et permettre à l'agresseur de se renforcer ce terrain. Ces gens-là viennent de circonscriptions différentes, viennent de régions différentes, qui ont un impact aussi sur la guerre. Donc, il ne faut pas lever. Moi, je vous dis mon cas. Moi, je suis incontournable à Walikale. Si je suis déstabilisé ici, ça a un impact sur la guerre. Les fronts à Walikale, je gère 2 milliers de Wazalendo qui ne croient qu'à Willy Michiki. Mon mot d'ordre de compte, si je suis déstabilisé, ce n'est pas bien. C'est pourquoi moi, en tant que leader de Wazalendo, je n'ai pas voulu me mêler là-bas pour que cela ne puisse pas avoir un impact sur le front militaire, parce que les Wazalendo pourraient me suivre dans mes aventures politiques, et j'ai voulu dissocier le fait que je suis un député et le fait que je gère aussi quand même les patriotes VDP, et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, puisque Dieu seul sait si le VDP n'existait pas aujourd'hui, c'est que ce pays serait arrivé, devenu aujourd'hui. Un mot pour vos collègues. Je voudrais seulement demander aux collègues, ils ont fait un travail extraordinaire, et ça a secoué les bureaux. Les bureaux s'est agenouillé devant nous. Il ne faut pas aller vers la frustration. Évitons la frustration. S'il y a encore l'occasion aujourd'hui de pouvoir nous réconcilier, de pouvoir aujourd'hui donner la chance aux collègues qui sont vivés, moi je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, d'autant plus que les pétitions, on peut toujours les recueillir. Moi qui vous parle les filles, pour réunir 50 signatures, ça ne me prend même pas 48 heures. Pour faire tomber un ministre, pour faire tomber un membre du bureau. Pour réunir 125 signatures, ça ne me prendrait même pas 4 jours. Parce que nous avons des raisons, des collègues qui croient en nous et avec qui nous partageons les mêmes vies. Donc, si le bureau faisait semblant, on peut encore revenir à ces pétitions-là. Mais on dit toujours que, puisqu'il y a aussi des choses importantes que je peux dire, à ce qui concerne plus le président Vital Kamerhe, il doit comprendre qu'il est président de l'Assemblée nationale, il est le deuxième citoyen du pays après le président de la République. Parfois, on a constaté que les collègues Kamerhe prend parfois des positions qui ne reflètent pas la vision de l'Union sacrée. Par exemple, aujourd'hui, nous pensons que ce dialogue n'est pas opportun avant que nous puissions d'abord récupérer les espaces occupés par l'ennemi, et les collègues tenaient à ce qu'on aille au dialogue. Je donne un autre cas, par exemple, qui nous a frustrés. Lorsqu'il a reçu le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge, qui est un partenaire de premier rang, les propos qu'il a tenus ne représentent pas les propos des collègues que nous sommes. Il n'y a pas eu concertation. Par exemple, il y a eu des initiatives que les collègues ont prises qui parfois nous mettent mal à l'aise. Alors, c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons dire la vérité. Et j'ai dit, madame, nous devons être des radicaux. Nous sommes agressés, et tout discours qui chercherait aujourd'hui à faire les yeux doux à l'agresseur n'est pas le bienvenu. Puisque ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi, c'est l'affaire de nous tous. Tshisekedi est élu comme moi, Willy Michiki. C'est notre avenir qui est en jeu. Et quelles que soient nos divergences internes, nous devons d'abord, nous tous aujourd'hui, dire non à l'agression. Et pas question de faire la paix pour la paix. Et lorsque nous avons des collègues qui aujourd'hui cherchent à faire les vieux doux, ils font semblant d'être dans l'union sacrée, un pied dedans, un pied dehors. Moi, je pense qu'il faut les extirper. Et c'est pourquoi nous avons insisté beaucoup que c'est là qui croient réellement à la vision du chef de l'État qui puisse signer l'acte d'engagement sur la loyauté et la fidélité à l'égard du visionnaire. J'ai vu les collègues Kamerhe est allé signer, j'ai vu aussi les Joly et les autres, mais moi j'ai dit que la signature ne doit pas être une simple formalité, ça doit être un engagement de cœur. Nous ici, je vous dis madame, moi, c'est le radicalisme à outrance. Et je suis convaincu que cette guerre, que ce soit Doha, Washington, c'est bien pour montrer à la communauté nationale, nous ne sommes pas intransigeants, nous ne sommes pas des radicaux, mais je pense moi que la fin de la guerre sera une fin militaire. Il faut absolument continuer aujourd'hui à renforcer notre position militaire, puisque aussi longtemps que nous aurions
nous n'aurions pas récupéré les espaces occupés par l'agresseur, là, tout ce que nous faisons sera du bluff. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, c'est vraiment, madame, ça nous révolte. Ouais. Vous allez à Goma maintenant, il y a maintenant 2 banques kenyanes qui sont installées là-bas. Ruto a même désigné son représentant, il ne l'appelle plus conseil, il appelle DG d'une entreprise qui s'appelle Financial Access, qui est en réalité une mission diplomatique. Aujourd'hui, on a violé la réglementation de la Banque centrale, puisque nous avons des banques qui fonctionnent chez nous. Aujourd'hui, ils ont même dit qu'ils ne reconnaissent plus même les diplômes d'État qu'on a de livrer. Ils ont même demandé à tous les enfants qui ont obtenu les diplômes d'État de reprendre, et ceux qui ont fait la fête de reprendre. Ils ne reconnaissent pas là-bas la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, qui est la Constitution. Donc, ils ont une autre Constitution. Et ça, c'est grave, c'est la balkanisation. Oui. Ils viennent de former une police. Ils ont récupéré nos ex-militaires FARDC pour les intégrer dans leur armée. Ils ont leur armée. Ils veulent même battre leur monnaie. Ils ont un nouveau drapeau. Et tout ça sous la barbe des compatriotes. Et quand il y a chez nous, ici, des gens qui croient dialoguer avec ces gens-là, moi, je dis, ça, c'est une insulte aux Congolais. Quand je vois les évêques catholiques, je vois les pasteurs aller embrasser les sanguinaires, les nangs et consorts, moi, je dis, allez voir s'agenouiller devant le Kagame pour que Kagame leur obtienne des rendez-vous auprès de Macron, du président Macron. Moi, je dis, c'est la trahison. Et là, nous disons que c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Merci, honorable. Merci beaucoup, madame. Mes très chers auditeurs et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était l'honorable Willy Mishiki-Bouimi, membre de l'Union Sacrée. Il a dit même, il est cofondateur de l'Union Sacrée. Merci à vous, merci à nos réalisateurs et nos preneurs de son. Je vous remercie. À la prochaine. Au revoir.